Nous voici de retour pour discuter de la francophonie et de ce qu'elle apporte aux peuples africains aujourd'hui. Je rappelle qu'on aura 3 axes de discussion. On va penser à la francophonie en tant qu'organisation de partage de la langue française. On va parler aussi de la francophonie en tant qu'élément, notamment de promotion culturelle entre les peuples qui partagent cette langue-là. Et puis on va parler de francophonie en tant qu'institution politique, faut-il dire, face aux différentes crises qui secouent le continent. William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. La francophonie en tant que langue, parlons-en. Nous parlons français depuis, ma foi, je sais plutôt quand on a été colonisé. Nous essayons en tout cas de nous débrouiller en français. Est-ce que véritablement ça nous a apporté quelque chose, Ulrich? Ouais, ça nous a, ça nous a apporté beaucoup. Déjà, comme vous l'avez dit, la francophonie en tant que langue, vous êtes né. Vous avez fait la maternelle, vous avez fait, bon, si vous avez fait l'autre école, peut-être que vous avez fait, comment on appelle ça, auditeur libre. Ah ben voilà. Vous avez eu le temps d'écouter les pères parler ou bien articuler la langue de Molière pendant des années. Vous l'avez fait au primaire, vous l'avez fait au secondaire, vous l'avez fait également à l'université. Et aujourd'hui, dans votre profession, vous continuez justement d'articuler cette langue, de la pratiquer, de l'utiliser dans tout ce que vous faites. Est-ce que ça va apporter quelque chose? D'abord, la langue, dans tout pays ou dans la fonctionnalité, elle reste universelle et reste indispensable, puisque quand vous voulez faire les mathématiques, c'est dans une langue. Quand vous voulez faire la science, c'est dans une langue. Quand vous voulez faire n'importe quelle matière, c'est dans une langue. Et maintenant, ici, pour le cas du Bénin, si nous prenons du Bénin ou de l'Afrique francophone, il faut dire que déjà avec la colonisation, où les pays, surtout francophones, là on les appelait les colonies françaises, les colonies africaines françaises, qui très vite ont eu le temps de bâtir un socle dans cette langue-là. Aujourd'hui, vous devez comprendre que nous avons connu des gens qui ont émergé à travers cette langue-là, qui parlent et développent des concepts à travers cette langue. Je rends hommage à Léopold Sédar Senghor et bien d'autres encore, même Albert Tévoé-Drey qui est avec nous, qui est notre compatriote, qui, quand il articule, quand il fait ses analyses, ses réflexions, vous avez de la matière. Donc, c'est dans une langue que cela se fait. Donc, la langue reste transversale. Et maintenant, revenons au français en bonne et due forme. Le français, est-ce que ça nous a apporté quelque chose? Oui, ça nous a apporté. Ça nous a apporté quoi? Ça nous a permis au moins de faire tout ce que nous faisons, tel que je l'ai cité, en français. Maintenant, reste à savoir si nous ne pourrions pas faire mieux. Voilà. Oui, William, est-ce que fondamentalement le français, il nous a apporté quelque chose depuis qu'on le parle? Oui, le français nous a permis de nous mondialiser. Vous savez, chaque dialecte chez nous a le nombre de locuteurs que vous connaissez. Ça ne va pas au-delà. Il y en a que vous retrouvez sur toute l'étendue du territoire, mais il y en a que vous ne retrouvez que dans leur coin. Et maintenant, même les langues que nous retrouvons partout sur l'étendue du territoire national, il arrive bien que juste à côté au Nigeria, il y a des langues qui ne sont pas comprises. Nous ne pouvons pas communiquer avec nos frères nigérians, avec certaines langues. Il y a des langues qui ne nous permettent pas de discuter avec les Togolais, de discuter avec les Gourmachés au Burkina, au nord Niger. Donc, s'il y a une langue grâce à laquelle nous discutons au moins avec 3 voisins autour de nous, à part nos dialectes qui sont connus de ces milieux, s'il y a une langue qui nous permet de nous ouvrir aux autres pays de l'UEMOA pour parler grâce à eux économie, finance et monnaie, s'il y a une langue qui nous permet nous-mêmes en tant qu'Africains de pouvoir parler avec le reste de l'Afrique, avec les Maghrébins, parler avec les gens de l'Afrique centrale, s'ouvrir sur l'Europe occidentale, ensuite s'ouvrir sur le reste des continents. Bref, nous parlons avec tous ceux qui parlent français. Dieu seul sait qu'ils sont 321 millions aujourd'hui sur les 5 continents. C'est un élément qui travaille à nous rendre transversales. Ça nous permet de surpasser les barrières territoriales, surpasser les barrières raciales, les barrières géographiques aussi. Je fais la petite nuance entre territoire et géographie. C'est un élément qui nous permet
d'embarquer dans le même mouvement, côté linguistique et culturel. Mais est-ce qu'il est toujours Donc, dans le même, est-ce qu'il est toujours dans le même état, le français, tel que vous l'aviez connu par le passé? Pas du tout, pas du tout. La langue, on parle de langue vivante. Pourquoi? Parce que la langue est en perpétuel mouvement. Une langue se vit. Donc aujourd'hui, le français dans sa vie connaît des fluctuations. Est-ce qu'il vit beaucoup plus? Oui, je dirais qu'il s'enrichit davantage. Vous avez vu les travaux de Villers-Cotterêts en France par rapport à la francophonie, au sommet de la francophonie. Vous voyez combien il est enrichi de part et d'autre, les académies parallèles, tout ce que nous avons découvert de nouveau. Donc la langue s'enrichit du point de vue des richesses des territoires où elle s'est exportée. Cette langue. De même, elle est en train de s'amenuiser aussi chez des gens, chez une génération qui pense qu'on ne réussit plus sa vie à manier très facilement la langue de Molière, à impressionner de grandes foules, à jouer les grands éloquents. Ce n'est plus la chose qui impressionne le plus. C'est à notre siècle, nous sommes à une époque où ce sont les innovations, les technologies, et même à la francophonie, on a dû ramener les technologies au centre des débats. Ulrich, est-ce que le français va mieux hier qu'aujourd'hui ou moins mal? Moi, je dirais plutôt que le français va moins qu'hier. Aujourd'hui, le français se présente dans une sphère dans laquelle il a perdu un peu de son poids. Je m'explique. Autrefois, compte tenu des colonies françaises, compte tenu de tous ces pays, parce qu'une langue, d'abord, c'est la densité de la population qui parle, qui exprime cette langue-là. Donc, il y a cette démographie qui joue. L'autre aspect aussi, il y a le poids politique qui influence aussi, et économique bien évidemment. Donc, à un moment donné, vous allez remarquer que le français qui était vraiment beaucoup plus contenu, parce qu'au moment où on parlait de la ville lumière, et Paris était carrément la ville que le monde entier voulait découvrir. Beaucoup de personnes apprenaient le français, beaucoup de personnes allaient beaucoup plus vers la langue française. Mais avec le temps, on a senti que l'anglais a très rapidement pris le pas sur toutes les langues, et à cause de la puissance des États-Unis et d'autres pays occidentaux émergents anglophones. Donc très rapidement, l'anglais a commencé par prendre le pas. Le français continuait de l'étalonner pendant un moment jusqu'à un moment où on a senti la latinisation des États-Unis, où beaucoup plus les Mexicains vont aux États-Unis et travaillent dans les foyers, dans les ménages et dans les structures. Et aujourd'hui, l'espagnol est en train de se repositionner beaucoup plus en avance par rapport aux Français. Et maintenant, nous n'allons pas oublier l'arabe qui, à travers aussi, on connaît, même si parfois c'est tristement célèbre, s'est imposé aussi au monde entier. Donc aujourd'hui, le français qui était beaucoup plus en pole position a perdu un peu du poids sur le plan diplomatique, sur le plan international. Maintenant, quand vous regardez, je reviens encore à l'Afrique, quand vous regardez beaucoup de pays africains qui jettent un coup d'œil à leurs voisins anglophones, ils estiment que le français ne leur a pas autant apporté que l'anglais chez eux. Et vous allez voir aujourd'hui beaucoup de jeunes français, beaucoup de jeunes francophones du moins, quand ils finissent l'université, ou même à l'université, au lieu de rester dans le carcan francophone, ils estiment que pour avoir beaucoup plus d'atouts à l'international, outre le français, il faut aller vers l'anglais et les autres langues. Alors, c'est vrai que c'est quand même une langue qui a traversé le temps et les espaces aussi, hein. Mais est-ce qu'elle représente aujourd'hui des enjeux? Quand on voit un peu comment le monde évolue aujourd'hui, Franck, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, le français est encore un enjeu, William, aujourd'hui? Le français est un enjeu pour tous les pays francophones. Et même au-delà des pays francophones. Vous savez, à la francophonie, j'ai entendu une phrase que je n'ai peut-être pas eu le temps de vérifier, c'est que dans le monde des affaires et au plan international, le français est la troisième langue la plus parlée. Quand je fais le ratio, nous sommes désormais 8 milliards sur la planète, 321 millions parlent une langue qu'on trouve troisième dans les affaires. Pour moi, ça m'allait légèrement paradoxal. Je me demande, et les langues comme l'espagnol, qui sont présentes non seulement qui sont naturellement en ascension, il n'y a qu'en Afrique, parce que les lusophones ont peu colonisé l'Afrique,
qu'il y a moins de locuteurs de la langue espagnole ou du portugais. Sinon, outre-Méditerranée, attention, ce sont des langues largement parlées. Quand vous parlez de l'arabe, par exemple, qui, grâce à la religion, a fait une percée terrible. L'anglais, n'en parlons pas, c'est une langue internationale. Avant même l'hégémonie des États-Unis, au début du XXe siècle, bien avant, le maître du monde, c'était l'Angleterre, sinon le Royaume-Uni, plus exactement. Donc, quand on me dit que le français rivalise avec ces grandes langues, je prends peur. Mais je dis que dans l'espace francophone, le français s'impose davantage, quoi qu'on dise, quel que soit le poids d'anglais, quel que soit le poids de l'anglais, la propension, l'évolution, la progression des autres langues. C'est un enjeu aussi parce que sous le couvert de la langue, il y a, et on y viendra, il y a beaucoup de facteurs politiques et diplomatiques. Écoutez le discours de Macron à Villers-Cotterêts. Derrière le français, il y a une grande dynamique. Il y a des dynamiques coloniales qui demeurent. Pour moi, le franc CFA ne serait pas la sève de cette France-Afrique si le français ne nous liait pas autant ou si nous n'avions pas les mécanismes. On va en parler tout à l'heure, mais observons déjà ce que la langue elle-même nous apporte. Aujourd'hui, c'est quand même un enjeu, comme vous le dites, c'est aussi un héritage à la fois pour les pays francophones en Afrique. C'est beaucoup de bagages parce que quand on parle de langue, c'est en même temps beaucoup d'éléments culturels que cela charrie. C'est une façon de former, une façon de façonner, pour me répéter un peu, l'individu. Alors c'est beaucoup d'histoires, etc. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire de cet héritage-là, Franck? Faut-il le jeter? Faut-il s'en accommoder? Faut-il vraiment l'ignorer? Parce que le riche l'a notifié tout à l'heure, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'anglais maintenant. Et en Afrique, on pense fondamentalement que c'était une grosse injustice de l'histoire que d'avoir été colonisé par la France. Oui, même les Français, quand vous écoutez le discours aujourd'hui, on dit que c'est dans une diversité culturelle que le français continue d'évoluer aujourd'hui. Et lorsque vous avez vu que même l'organisation de la francophonie, fut une invention des écrivains qui n'étaient même pas à l'origine français. Je veux parler de Sédar Senghor, je veux parler de Abdou Diouf et les autres pères fondateurs de cette organisation n'étaient même pas français. Ça veut dire que en son temps, les gens croyaient beaucoup plus à la langue française. On y croyait, on croyait que c'est une langue qui peut nous amener véritablement au développement. Et donc, pour tout le travail qui a été fait et dont nous avons hérité aujourd'hui, eh bien, je pense que on doit travailler à perpétuer cela, à bien garder l'héritage, tout en évoluant dans un monde. Aujourd'hui, vous voyez, on dit que le monde est un gros village. L'anglais a sa place, l'anglais qui évolue, qui veut damer le pion aux Français, qui lui a damé le pion. Et donc, moi, je pense qu'il faut maintenir cet héritage-là, mais ne pas refuser de s'ouvrir au monde, parce que vous évoluez avec votre français, avec le français dans le monde du commerce aujourd'hui, vous vous trouvez heurté un peu aux barrières en matière de la langue anglaise, puisque beaucoup d'échanges, les échanges se font pratiquement en anglais dans le monde commercial et sous d'autres cieux, et donc maintenir l'héritage, mais tout en s'ouvrant au reste du monde. Et Eric, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je pense que même si les chiffres sont un peu éloquents, je vois une langue menacée. 88 États membres pour ce qui est donc de cette organisation, 321 millions de francophones dans le monde, 150 millions d'apprenants et quatrième langue la plus parlée sur Internet. Aujourd'hui, nous savons que l'anglais a pris le pas. Je pense même qu'à l'occasion de ce sommet, la secrétaire générale a rapidement ouvert une parenthèse. La langue française n'est pas en concurrence avec l'anglais. Mais nous savons aujourd'hui que c'est une réalité. Vous faites un voyage aujourd'hui, vous finissez de faire vos formalités à l'aéroport. Dès que vous mettez pied dans l'avion, le français arrête d'exister. On vous parle anglais jusqu'à votre destination. Presque. Et donc, on vous parle français. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que... J'aime bien cette image-là que Eric donne, parce que ça me rappelle une des anecdotes. On était sur un vent ensemble et l'hôtel se présente devant Eric et il dit... Chicken or beef? Il me dit, elle dit quoi là? C'est pour vous faire... Non, vous n'allez pas dire qu'il ne comprend pas anglais. Il comprend très bien l'anglais. Très bien l'anglais. Mais en fait, c'est l'accent. Vous savez,
ici, La célérité, l'intonation, justement, c'est pour faire comprendre Et donc, que le déjà, français a la langue joue, résisté. influence Et donc, beaucoup. je pense qu'aujourd'hui, c'est une langue menacée. Après, aujourd'hui... qu'est-ce qu'on en fait, peut faire le point. nous autres, nous Non. qui avons la peau noire? Justement. Et c'est ce qui m'intéresse. Et moi, c'est ce qui à la m'intéresse. figure, oui. Et moi, je pense que déjà même aborder un tel sujet, pour moi, sort un peu d'une certaine anomalie, ou même voir des États africains appartenir à cette organisation. Moi, je veux aussi qu'on aille vers une francophonie, d'indiphonie, c'est pas tout ce que nous avons comme langue locale. Nous sommes aussi capables d'imposer nos langues à un moment donné. Même si nous voulons appartenir à d'autres organisations, nous pouvons partir avec ce qu'il y a de chez nous. Nous avons fait l'expérience et on s'est rendu compte qu'en réalité, on s'était mis dans une organisation qui servait plus les intérêts de la France en tant qu'instrument d'influence, avouons-le, parce que si on devait revenir en arrière, vous l'avez évoqué, où aujourd'hui on exprime un certain nombre de regrets, vous avez aujourd'hui l'opinion africaine qui est de plus en plus orientée sur une forme d'indépendance, parfois avec beaucoup de violence, de tout ce qui vient de la France. Est-ce que les pères fondateurs vont toujours faire le choix de cette langue? Je ne pense pas. On fera peut-être l'option d'une langue anglaise, on fera peut-être l'option de nos langues. Alors qu'adviendra-t-il pour la France? Oui, mais est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire une option de nos langues aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les conditions sont favorables. J'ai même eu un paradoxe où des financements existent de la France pour faire parler nos propres langues dans nos écoles et dans des structures. C'est quand même assez paradoxal. Diversité culturelle. Ah oui, diversité culturelle. Oui, et puis vous parlez de langue, nous avons besoin d'aller l'Organisation internationale de la francophonie promeut le français, mais dans une diversité. Lorsque, par exemple, vous voulez faire comprendre quelque chose en français à quelqu'un, il faut d'abord que la personne perçoive bien la chose dans sa langue. Et donc, c'est une stratégie pour eux de mieux faire profiter, en tout cas, les avantages de la langue française. Est-ce que ça va peut-être alimenter ou continuer à insister sur cette évolution, le déchirement intérieur? Cet aspect est très récent dans la vie de la francophonie. Et c'est une organisation qui se réadapte aux enjeux aujourd'hui. Aujourd'hui, on observe aujourd'hui que l'opinion... On verra ça tout à l'heure. Et là, c'est le deuxième volet de nos échanges. La place de la francophonie, pardon. Quelle est sa place aujourd'hui quand nous sommes, Franck l'a souligné tout à l'heure, à un carrefour où on veut bien une diversité culturelle aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que véritablement la francophonie joue ce rôle-là, Franck? Oui, la francophonie joue ce rôle-là, mais dans un contexte aujourd'hui un peu compliqué. Vous savez, la langue n'a aucun problème à mon avis. La langue, ça évolue. C'est vrai que l'engouement que nous, on avait lorsque, par exemple, on était à l'école à aller vers les centres pour rechercher les romans, les livres et tout ça, cet engouement-là est en train de s'estomper. Mais aujourd'hui, la politique que les gens ont menée depuis 1970 jusqu'à ce jour, 54 ans après, la politique, quand je parle de politique, les dirigeants qui se sont succédés, la politique extérieure de la France a fait que les gens d'abord détestent les idées, et en détestant les idées de ces dirigeants-là, on commençait par avoir un désamour pour le français. On se dit, écoutez, quand on dit le français, on ne fait plus la part entre celui qui dirige et qui a une idéologie à imposer et la langue elle-même en tant qu'instrument d'échange, instrument de communication. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, si vous amenez des projets en anglais, les gens vont sauter là-dessus pour se dire, mais on a fait le français pendant des années, pendant des décennies. On ne sait pas ce que ça nous a apporté, justement parce que la politique militaire, la politique, disons, diplomatique de la France, ça a commencé par créer des problèmes au sein de certains États. Et la secrétaire de l'OIF l'a rappelé, 3 déjà pays sont partis et ils souhaiteraient que ces pays-là reviennent, alors que dans un monde où l'anglais a pris déjà le dessus, on ne peut pas être en train de perdre les plumes. Aujourd'hui, on devait avoir une francophonie plus élargie dans le monde, plus étendue, des tentacules à travers le monde, mais avouons-le, le français est en train de perdre. Il y a de très mauvaises langues, qui ont soupçonné la chute de Ali Bongo, on l'a associé à la chute de Ali Bongo à son envie de sortir l'idéologie. À son envie ou déjà... Non, il a mené des démarches, mais c'est une envie, ça reste encore à l'étape d'envie. La Commonwealth. Oui,
le Commonwealth, et jusque-là, on ne sait pas encore ce que ça va donner, en tout cas. Il n'y a pas que Ali Bongo, le Togo aussi l'a fait. Oui, mais est-ce que véritablement, quand on dit la francophonie des peuples, la francophonie des cultures, etc., dans les faits, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une francophonie qui ouvre une fenêtre sur vraiment la prospérité des cultures africaines? C'est justement là tout le problème. Parce que là, quand vous parlez de la prospérité des cultures africaines, dites-moi, combien disons, de spectacles avons-nous fait réellement dans nos langues et qui sont véritablement exportés vers la France? Commençons par là. Je prends un exemple très simple et très banal. Nous sommes au Bénin. Je prends des mises en scène faites par des acteurs béninois dans des langues locales. Combien de fois ça a été exporté? Mais pourtant, vous allez voir, je fais une transposition très rapide pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Imaginez un peu, pendant longtemps, nous avons suivi des films hindous. Et nous, on ne comprenait rien de tout ce qui se disait. Mais on chantait, on dansait. Et puis, on se racontait le film. Le film pouvait durer 3 heures, 4 heures, mais on comprenait le film. Mais rien de la langue. Et des fois même, on arrivait à baragouiner la langue d'une certaine manière pour exprimer ce que l'acteur faisait le résumé à tout le quartier. Quand il finissait sa soirée, vous voyez déjà la différence. C'est ça. Voilà, ils ont eu le temps de mémoriser et de garder ça dans leur subconscient. C'est la preuve de ce que je suis en train de dire. Les hasards. Oui, voilà. Vous avez eu le temps de faire votre enfance. Les Jimmy. Et deuxième chose, vous allez, je l'ai toujours dit, la langue, même si elle est facteur de promotion, d'inclusion culturelle, c'est aussi en fait un facteur qui détermine la puissance. Regardez par exemple, quand je vois une image qui me fait un peu sourire, je vois Macron, président de la France, de la République de France précisément, qui, face à des journalistes ou une population anglophone, se met à s'exprimer en anglais. C'est beau. Avait-il le choix? C'est beau. C'est vrai qu'on parle de l'intégration. Oui. Mais en même temps, dites-moi, quand vous regardez un président chinois, est-ce que vous le voyez parler, même s'il comprend anglais, vous le voyez parler anglais, vous ne le verrez pas, je vous mets au défi. Il va parler d'abord chinois. Et l'interprète se chargera de le traduire en anglais. Mais il comprend très bien anglais. C'est pour vous dire que sa langue à lui est d'abord importante. Combien sommes-nous à d'abord mettre nos langues devant, en avant? Regardez les Arabes, ils le font très souvent. Pendant les conférences officielles, ils parlent leur langue et peut-être dans les discussions interpersonnelles, ils viennent maintenant parler anglais avec vous, ou français avec vous, ou espagnol avec vous. Mais quand vient le moment solennel, c'est leur langue qu'ils mettent devant. Donc c'est pour vous faire comprendre que cette diversité culturelle joue contre la France aussi, qu'on le veuille ou non, juste contre le français. Donc ailleurs, les anglophones, quand ils viennent dans des réunions importantes, juste pour peut-être vous tenir en haleine, le premier mot, c'est peut-être dans votre langue. Ils peuvent dire bonjour, mais ils continuent en anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas français. Ils pouvaient baragouiner le français à sa manière, le temps que vous compreniez ce qu'ils disent. Ça veut dire que la langue est personnelle et donne l'identification. Et c'est ça qui joue aussi contre les peuples africains. On a souvent dit que la francophonie est une organisation de peuples et de cultures pour une diversité. Vous avez jamais vu une place des cultures africaines depuis que ça existe? Enfin, je veux dire. Vous avez dit qu'ils financent... sinon, ils sont les seuls. Quand vous cherchez, ils sont les seuls à financer... ils appellent ça l'alphabétisation. Pour eux, ça, ce n'est pas de l'instruction, c'est de l'alphabétisation. Il faut comprendre français pour être instruit peut-être, ou comprendre anglais ou plusieurs autres langues. Mais ils sont les seuls à financer ça. Là-dessus, ils réussissent bien. Quand vous prenez les bourses d'excellence en matière d'études au peuple de la francophonie, elles sont nombreuses. Et ce sont, pour moi, ce sont les quelques petites choses dont les États profitent, sinon dont les peuples profitent dans la francophonie. Sinon, pour moi, c'est beaucoup plus un moyen d'aliénation. Moi, je ne dirais pas que l'anglais a pris le pas sur le français. Jamais ils n'ont été égaux dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas quelle langue a égalé dans l'histoire des peuples après la chute des grandes langues civilisationnelles comme le grec, le latin. Je ne sais pas quelle langue a jamais égalé l'anglais du point de vue de la puissance anglaise, sinon la puissance du Royaume-Uni dans l'histoire et plus tard avec le XXe siècle et les guerres mondiales, les États-Unis qui ont pris le lead
eux aussi, colonie française et colonie anglaise, émancipée et devenue État. Et quand vous voyez les plus grandes puissances jalouses de leur histoire ou de leur civilisation maintenue, je veux parler de l'Inde, de la Chine, je veux parler de Hong Kong, je veux parler de plusieurs autres États, il n'y a que les Anglais qui, sur ces territoires, ont réussi et ont pu faire de grandes choses et sont restés ancrés. Vous savez, l'éducation, elle est à la fois hindoue et anglaise en Inde, et c'est pareil dans beaucoup d'autres puissances. Donc pour moi, quand on parle de l'anglais, il ne faut même pas essayer un comparatif avec le français ou des langues comme l'espagnol. Des langues ont fait des progressions. Mais l'anglais, elle a eu, je ne sais pas, la langue de Shakespeare a eu cette hégémonie naturelle sur les autres langues. Moi, je voudrais vraiment lever cet équivoque de la façon dont je vois les choses. Maintenant, quand vous dites les cultures et les peuples, vous savez, vous avez depuis longtemps commencé par revendiquer vos identités en tant qu'Africains, en tant que Caribéens, en tant que Latinos de l'outre-Pacifique, du côté de l'Amérique latine. Vous avez trouvé que le français vous a été imposé parce que le français voulait des commis et des préposés pour des cultures de rente et asseoir sa colonisation pour nourrir ses industries. Il vous a appris sa langue, il vous l'a fait manier et que vous êtes moins vous-même que français. Au nom de cela, vous revendiquez une identité. Et si vous donnez un peu d'argent, vous donnez un peu de valeur, donnez un peu de valeur à vos langues, acceptez les quelques mots que vous inventez, ambiancé, enceinté, enjaillé, les mots que vous inventez dans vos patois, et intégrez tout ça. Il y en a beaucoup, il y en a suffisamment. Aujourd'hui est devenue championne en la matière. Et là, je trouve que ce mot-là, enjaillé, ambiancé. Oui. J'ai parlé d'ancienneté aussi. Ah oui, oui, c'est le même univers sémantique. La même famille. Oui. Vous me laissez continuer quand même. Donc si... Je le cas Zémé aussi. Bon, Zémé, je ne sais pas s'il l'a intégré. Non, il n'a pas encore intégré. Voilà. Donc, en fait, ces mots, sinon, ce petit contentement, si ça peut vous permettre d'être toujours francophone, de vous revendiquer dans l'Organisation internationale de la francophonie, tant mieux. Sinon, substantiellement, j'y arrive. Bravo. La francophonie, pour moi, n'est pas ce qui viendra nous révéler. Je pense nos que identités. Les Sénégalais n'ont pas eu besoin de la francophonie pour faire l'équivalence totale dans le parler quotidien du Wolof avec le français. Oui, mais pourquoi est-ce que ça a valorisé en tant que tel le Sénégalais sur la scène internationale? Attention, en tant que Sénégalais, la culture sénégalaise s'identifie de go et de fait avec le français sur un média. Vous voyez ce que nous faisons en analyse. Aucun analyste politique ou je ne sais d'une matinale sur une chaîne sénégalaise ne peut finir son analyse un matin comme ça sans employer un mot du Wolof. Sans parler Wolof. Oui, ça traverse les frontières sénégalaises. Oui. Lorsque moi je suis par exemple une analyse en Wolof, ça ne me dit rien, à la limite ça m'ennuie un tout petit peu parce que je ne comprends pas la langue. Est-ce que c'est juste pas le début? Parce que avec le temps, l'habitude, il y a déjà l'instinct national, il y a l'instinct nationaliste qui va se ériger dans la musée. Par contre, vous savez, il y a une langue dont on ne parle pas trop, le fulfulde, qui traverse les frontières. Ah, absolument. Oui, vous allez, même en France aujourd'hui, vous parlez le fulfulde, il y a des gens qui peuvent vous répondre en Inde un peu partout. Le Swahili. Je pense que ce sont des langues autour desquelles les Africains devraient se réunir pour la promouvoir. Un peu comme le français. Je pense qu'en tant qu'instrument de l'influence de la France, à un moment donné de son histoire, l'organisation s'est rendue compte qu'il y avait de vives critiques, notamment venant des pays africains, et comme quoi nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre. Donc à un moment donné, il fallait faire d'autres options pour davantage accrocher ces États. Et donc ces financements sont sortis. On s'intéresse Est-ce que ça a touché véritablement peu au niveau de ces États. cultures? L'objectif n'est pas ça. L'objectif est de nous faire croire que tout en appartenant à cette organisation, on pense aussi à nos cultures, on pense aussi à nos variétés, on pense aussi à nos musiques africaines. On finance à travers des médias internationaux des artistes qui vont prester en France. Vous savez, tout ce miroir qu'on montre aux Africains et combien ça marche. On estime que oui, on est important, on se sent important à l'échelle internationale, mais en arrière-plan, cela nous éloigne complètement de nos réalités africaines. Parce que pendant que vous participez au sommet de la francophonie, on fait la promotion d'une langue, mais vous laissez la vôtre dans votre pays.
n'est-ce pas, vous ne vous occupez pas de vos langues. Et je pense que, contrairement à ce que Franck a évoqué pour le cas du Sénégal, du Nigeria, où le Yoruba a évolué, ça fait partie des barrières que nous voyons en ne faisant pas la promotion de nos langues. Oui, si on veut s'intéresser au Wolof, apprenons le Wolof, tout comme on a appris la langue française pour mieux comprendre et échanger avec les Français. Parce que je ne pense pas que dans nos États, également, que la majorité de nos populations comprennent aussi cette langue. Je ne pense pas. Nous avons au moins 80% de notre population qui est analphabète, qui n'arrive pas non plus à parler cette langue. Et donc, je pense que, pour moi, à un moment donné, faisons l'option de faire la promotion de nos langues au profit de la langue française. Pourquoi pas un jour que finalement, on puisse réussir à placer une langue locale comme une langue officielle, un peu comme dans d'autres pays qui ont réussi à le faire. Si aujourd'hui, la langue chinoise, bien que ce pays aussi ait connu une forme de colonisation avec le Japon et les Anglais, ils ont gardé les langues. Ils ont gardé la langue et aujourd'hui, avec leur population, ils essayent de faire le chemin. Nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opinion est favorable aujourd'hui à de pareilles réformes. Et nos chefs d'État doivent profiter de cette fenêtre-là et aller dans ce sens. Nous avons besoin aussi que nos langues soient puissantes. Que nos langues soient puissantes. J'ai beaucoup de plaisir à observer un professeur au Nigeria qui a fait sa soutenance en Yoruba. C'était très riche, très intéressant. Ça me encourage, c'est très riche. Au Nigeria, on vous parle le Yoruba dans les universités. Dans les universités, à la télé, un peu partout. Et donc, c'est peut-être au niveau de l'Afrique francophone que, je sais pas, très coincé. Et on ne veut pas non plus oser. Il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue. Ils ne sont pas trop coincés parce qu'il ne faut pas perdre de vue un aspect. Quand vous étiez au primaire et que, par inadvertance, vous parliez les langues de chez nous, qu'est-ce qui se passait? On dit que c'est le vernaculaire. On vous dit d'abord, c'est le vernaculaire, et non seulement ça, il y avait cet accoutrement qu'on appelait le signal, que vous mettez au cou et vous baladez avec, ça résonnait pendant la récréation, et déjà au fond de vous, vous perdez l'estime de votre être. Parce que tout le monde vous regarde comme le mécréant de l'établissement et vous baladez avec ça jusqu'à ce que... Un pestiféré, justement. Parce que vous avez juste parlé votre langue. Parce que vous avez juste commis l'erreur de parler votre langue. Et ça a posé un problème. Nous avons grandi avec ça. On a tué l'amour de nos langues en nous. Et du coup, nous nous sommes dit, tant qu'on ne parle pas français, on n'est pas un homme, on n'est pas un intellectuel. Et c'est ça ce que nous avons appris pendant longtemps, c'est ce qui est resté jusqu'à présent. On va avancer. C'est pas aussi pervers que ça, ce que vous avez, vous parlez de, enfin ce que vous qualifiez de signal qu'on nous accrochait au cou. Il y en avait qui ne faisaient aucun effort pour parler la langue de... Oui, mais le crime, en fait, le crime est mieux parce qu'il y avait une grosse diversité. Lorsque, par exemple, moi, le petit fond que je suis, mon ami qui est Bariba, qui ne comprend rien du fond. Et qui parle son Bariba dans la cour. Oui, on ne se comprenait pas. Oui, et après on ne se comprend pas. Et après lui, il parle Bariba, moi, je parle fond, et c'était... Et là, justement, à ce niveau, justement, on n'a pas permis aux frères nationaux de se comprendre. Parce que si éventuellement, il n'y avait pas cette barrière qu'on mettait, le Bariba continuera à parler Bariba, le Dendi continuera à parler Dendi, le Yoruba commence... Et il trouverait un moyen de se comprendre. Il suffisait... Observez les villes comme Parakou, Djougou et Consort. Vous allez remarquer que les gens parlent Bariba, ils parlent Fon, ils parlent Dendi. Vous voyez un Bariba qui parle bien Minan, vous voyez un Dendi qui parle très bien Yoruba, et vous voyez un Fon qui articule avec précision le dit Tamari. Donc dites-moi, si éventuellement on continue à forcer les gens à parler la langue étrangère, alors qu'on a la possibilité, on a les mécanismes, même si c'est à tâtons, de se comprendre, d'échanger nos langues, mais je pense qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas contre cette politique. Oui. Je dis, même avec le regretté Beyonvi qu'on a mis à la tête du ministère. À la tête de ce ministère qui a bataillé. On avait du mal à retenir, ne serait-ce que 3 langues au plan national
pour nous habituer à ces langues. Oui, mais ce n'est pas dramatique. Depuis Kérékou, on a eu beaucoup de mal justement à désigner les... C'est un manque de volonté politique. Des 12 départements, on a eu beaucoup de mal à les désigner. Il a suffi juste que quelqu'un vienne au pouvoir en 2016 pour qu'on tranche et qu'on avance. Si quelqu'un veut vraiment qu'on choisisse, on choisira. Si on nous dit après le français, vous aurez à parler le Hadja, vous aurez à parler le Fulfulde, vous aurez à parler le Dendi. Et il n'y a que ça. Vous allez voir, les enfants vont apprendre. Mais on ne peut pas permettre à tout le monde, lorsque William vient parler à Hadja, les gens parlaient toutes les langues de nos pays de façon ne serait-ce que automatique. Regardez un peu les slogans idéologiques qu'on envoyait à Bélé Kroukrou. Et dans des t'as dit, il y avait quoi? Non, laisse tomber. Le plus important, il y avait tout. Les Ouzou-Danda. Et quoi encore? Donc, on les sortait, mais sans comprendre ce que ça veut dire. C'est ça, malheureusement. Mais voilà, mais quand il y avait le signal à côté, est-ce que vous pouvez suivre? Oui, on peut comprendre qu'à cette époque, on ne se rendait pas compte de l'erreur qu'on faisait en imposant cette langue, en utilisant des astuces pour empêcher les jeunes écoliers à parler leur propre langue. Mais on ne peut pas continuer dans cette erreur. Parce qu'aujourd'hui, avouons-le, nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre. Et même le français que nous parlons ce matin, on n'est pas sûr que tous les Béninois qui nous regardent comprennent ce que nous disons. Et c'est ce qui nous amène parfois à traduire parfois certains contenus en langue locale pour que nos populations soient véritablement touchées. Et donc, aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons commis cette erreur en empêchant, tout simplement, n'est-ce pas, l'éclosion. Moi, j'ai un regret. On va faire vraiment avancer le débat. Moi, j'ai juste un regret. C'est de voir que l'entreprise engagée par un certain Issa Salifou de multiplier un peu les fenêtres linguistiques sur une chaîne et de proposer une plateforme où toutes les langues pratiquement du Bénin sont parlées, que cette entreprise n'est pas prospérée outre mesure, en tout cas après quelques années. On espère qu'en tout cas que c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Sinon que Canal 3 avait quand même eu, je dois dire, cette grande audience, entre autres à cause justement de la disponibilité de ces langues-là sur... Quand vous allez sur le terrain, dès que vous finissez de tourner les éléments en français, certains insistent pour dire je veux parler français. Mais est-ce que vous avez remarqué que la francophonie manifeste une certaine indifférence? Et là, c'est un mot que je trouve pas suffisamment posé pour justement traduire mon idée. Indifférence face aux enjeux politiques de l'heure. L'ADC qui crie depuis longtemps que le Rwanda l'agresse, mais personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Les coups d'État au Sahel, c'est pourtant des pays qui partagent une même langue et on n'a pas trouvé le mécanisme de leur parler afin qu'ils comprennent un peu que ça doit bouger outre mesure. On a quand même que la plupart des coups d'État, et notamment des coups d'État constitutionnels ou institutionnels, avec les troisièmes mandats, se passent fondamentalement dans les pays francophones sans qu'on puisse arriver à expliquer à ces gens-là que en français que c'est contre nature démocratique que de faire ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la francophonie est totalement indifférente de ces actualités-là, William? Il y a une évidence, c'est que ce n'est pas la priorité de la francophonie. Elle existe d'abord pour les cultures et les peuples. C'est ce qu'on vous répondra en premier. Maintenant, il y a son axe 3, si mes précisions sont bonnes, qui sont relatives aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et là-dedans, il y a en bonne place, dans les droits fondamentaux, il y a que tous peuvent se faire désigner et se faire élire dans un État selon les règles. Et les droits de l'homme doivent être... Droits de l'homme et démocratie, c'est un arrimage, c'est un couple. Ils sont bien siamois, ils sont indissociables. Au nom de cela, un espace qui prône la promotion des droits humains ne peut pas promouvoir, par exemple, deux voisins ou se taire. Hein, parce que l'indifférence, le silence, le mutisme est une caution de fait à un sujet. Sur la question, par exemple,
de la RDC dont vous parlez. Mais il faut aller en profondeur. Vous savez comment Louise Mushikiwabo est devenue... J'ai même oublié que la secrétaire générale de la francophonie est rwandaise, pendant qu'on accuse le Rwanda d'agression. Et vous savez comment Louise Mushikiwabo est devenue secrétaire générale de l'OIF? La France était presque en train de s'agenouiller pour le Rwanda, devant des supplices, pour l'histoire relative au génocide. La France rachetait l'histoire, se rachetait vis-à-vis de l'histoire. Kagame nous jetait beaucoup de choses à la figure. Le français n'était plus une langue officielle au Rwanda. Le français, pour les exactions relatives aux droits de l'homme, le Rwanda pour les exactions relatives aux droits de l'homme, était en bourse, était coté en bourse. Tout ça a été battu du revers de la main par la France. On a imposé, j'emploie ce mot comme ça, on a imposé Louise Mushikiwabo. Et aujourd'hui, pendant qu'elle lit au pupitre en tant que secrétaire général et que son collègue du Commonwealth est là, ne demandez pas à la francophonie de tabler sur des sujets comme ceux-là. Tshisekedi boude peut-être le sommet, il s'absente, c'est sa manière peut-être d'exprimer l'inutilité de la francophonie vis-à-vis de certains problèmes à régler, mais écoutez, il n'aura que quelques Congolais, et je précise quelques Congolais. Comment comprendre cette indifférence? Non, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a les uns, les autres, il y a les etc., comme les gens le disent vulgairement dans nos sociétés. Le Rwanda fait partie des États qui règnent sur la francophonie aujourd'hui. Il y a des États puissants. Il y a des États qui, du point de vue de ce qu'ils représentent pour la France, sont intouchables. Et parce qu'ils sont intouchables, qu'on soit dans le même espace francophonie ou même jusqu'aux Nations Unies, ces États ne seront jamais inquiétés pour les mauvaises choses qu'ils font urbit et orbi. Parce que... c'est propre à la diplomatie, à l'international. Justement, la francophonie veut bien promouvoir les cultures et les sociétés, mais se heurte au mur des relations internationales, de l'antagonisme du vivre ensemble des peuples. Et quelle que soit la volonté de la francophonie, elle y pourra rien. Elle est même trop petite. Permettez-moi de dire les choses comme ça, pour parler, pour influencer des gens que les organisations à vocation d'intégration sous-régionale et même le gendarme du monde n'arrivent pas à discipliner ces États. Alors, j'avais déjà commencé par le dire. Aujourd'hui, la langue française est en difficulté par la politique qu'ont mené certains dirigeants à la tête de la France jusqu'à nos jours. Et cela fait partie des limites que moi j'ai relevées dans le discours de la secrétaire générale de la francophonie, enfin de l'organisation. Moi j'ai suivi un discours trop optimiste. Lorsqu'on a évoqué même les 3 pays qui ont déserté aujourd'hui l'organisation, c'est passé en filigrane. On dit 3 pays nous ont quittés, on espère qu'ils vont revenir. Mais il y a de sérieux problèmes. Et lorsque dans un pays on vous dit que c'est la France qui est à l'origine de votre malheur, et que l'on revienne pour vous dire, écoutez, cette langue-là, il faut l'apprendre, il faut la maîtriser, il faut faire sa promotion, vous ne serez pas d'accord. Parce que vous allez dire tout le malheur que nous avons. Ne dites pas ça à Kigali. Hein. Non, ils ont compris, ils ont rapidement arraché le siège. Je n'ai pas fini. Oui. Et donc aujourd'hui, on doit comprendre que ne pas en parler à cette tribune-là, c'est une grosse erreur. Il faut ouvrir une fenêtre pour en parler parce qu'on ne peut pas dissocier la politique de la culture, on ne peut pas dissocier la culture de la politique, les deux vont de pair, et celui qui fait bien la culture promeut les droits de l'homme, parce que si vous respectez ma culture, vous n'allez pas brimer mes droits, si vous respectez ma culture, vous n'allez pas toucher à mes intérêts dans mes pays. Et donc aujourd'hui, on doit pouvoir changer un tout petit peu. Vous avez vu les déclarations d'un plus proche de Sarkozy quand il était encore aux affaires sur la situation au Gabon, et puis en Côte d'Ivoire notamment, les déclarations qui ont été publiées sur les réseaux sociaux notamment ces derniers jours. Lorsque vous écoutez ces témoignages-là, ça vous révolte lorsque un président se donne pour objectif de déstabiliser un autre président qui est démocratiquement élu et que des années après, quelqu'un vient de ce rang-là, de ce statut, vient faire ces témoignages. Vous avez ça crée un désamour en vous pour cette langue et pour les personnes qui sont censés promouvoir cette langue. Lorsqu'on vient vous en parler, ça ne fait pas effet du tout. Je pense qu'au-delà même d'une indifférence, c'est une grosse contradiction au sein de cette organisation. Même sur l'as des droits de l'homme, où l'organisation peut se prononcer, nous savons tout ce qui se dit sur le Rwanda
sur les questions de liberté d'expression, de droits de l'homme. Et mais nous savons aujourd'hui que celle qui est à la tête de cette organisation vient de ce pays. Et donc, on ne peut pas, justement, porter ce discours sur le pays. Regardez les questions de coup d'État. Vous avez le Gabonais à qui on a dressé le tapon rouge, quand même, qui a participé au sommet. Le Tchadien qui a participé au sommet. Pendant qu'au même moment, le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont considérés comme tout ce que vous voyez au sein d'une même organisation. Juste dans un passé récent, pour revenir à ce que Franck évoquait avec les déclarations de Robert Bougie, vous avez des pays tels que le Gabon, la Côte d'Ivoire qui faisaient partie de cette organisation. Nous avons vu à travers ces déclarations ce qu'on a fait à Laurent Gbagbo, dans une même organisation, où un président élu et qui a été déstabilisé. Et donc, il y a tellement de contradictions au sein de cette organisation que sur des questions de géopolitique et de géostratégie, on se rend bien compte qu'en réalité, quand on a fini de bien parler de promotion de la langue et puis tout ça, on se rend compte que tant que la France n'oriente pas la francophonie sur un sujet, elle ne se prononce pas parce que ce sujet n'est pas dans l'intérêt de la France, ce sujet n'est pas en faveur de la France. Donc nous revenons à la même question de ce que, en fait, on a créé une organisation pour la puissance d'un État, pour son hégémonie, pour son influence sur le reste du monde. Et ça s'arrête là. Si vous parlez bien et que vous faites partie des enfants, vous faites partie de cet État qui finance les élections des chefs d'État, oui, vous appartenez à l'organisation, on vous dresse le tapis rouge, vous êtes reçu à l'Élysée, vous faites des photos, vous dînez, et puis on s'embrasse, et puis la vie évolue. Quand bien même vous venez d'un pays où vous êtes considéré comme dictateur, vous êtes considéré comme celui qui révise les constitutions à la veille de chaque élection, la francophonie est la muette. Le riche, on va finir. Oui, c'est vrai que l'intersection entre la culture et la politique, c'est pratiquement... C'est un prétexte pour moi, je pense. C'est pratiquement déjà un terrain très violé, parce que déjà même les institutions de la francophonie, et les institutions francophones, en l'occurrence l'OIF, je crois, a un rôle dans la diplomatie et dans le développement international. Et maintenant, ici, quand on regarde, Eric a bien fait de le dire, quand on regarde, quand la France oriente sa politique, effectivement, vers un sujet, c'est là qu'on voit beaucoup plus l'OIF. Et au sein de ces mêmes pays, ces pays qui partagent le français ensemble, on sent une sorte de disparité dans la gestion ou les relations avec ces États. Quand vous avez cette inégalité au sein de la même organisation, au sein de la même institution, vous devez comprendre qu'il doit y avoir des frustrations. Et aujourd'hui, par exemple, après les assises de Cotteret, on peut bien dire que déjà, quelque part, on envoie un envoyé spécial, on envoie une personne bien spéciale pour suivre de près la situation en Haïti, mais j'aurais quand même aussi entendre qu'on envoie un émissaire spécial suivre la situation au Congo pour voir un peu ce qu'il en est et autres. Il y a d'autres pays également qui partagent le français ensemble et qui ont aussi des difficultés. Pourquoi on n'envoie pas ces émissaires aussi là-bas? Moi, je veux voir Louise Mouchikouabo au sein de la même institution, il y a cette inégalité. Tant qu'il y aura cette inégalité, l'OIF aura toujours une politique qui ne pourra pas résoudre véritablement les problèmes. Parce que, je l'ai bien dit, l'intersection entre la culture et la politique, le pas est déjà là. Parce qu'on ne peut pas être à la tête d'une organisation. Quand vous voyez ce qui se joue en RDC et qu'on est francophone ou francophile, n'est-ce pas, et qu'au niveau de ce pays, vous avez des amoureux de la langue française qui tombent régulièrement sous le coup des balles. Je n'ai pas envie de nommer les gros armées qu'on cite souvent. On peut se dire en tant que chef de cette organisation, je veux aller à l'écoute de ces personnes pour les écouter. Et vous ne verrez pas ça. Quand bien même rwandaise, à la tête de cette organisation, ou au moins du principe moral de ce que dans ce conflit, vous avez des citoyens de la RDC qui sont touchés, frappés chaque jour que Dieu fait par des groupes rebelles et tout ça. On doit pouvoir s'y préoccuper. Ne serait-ce qu'aller au moins au contact de ces francophones dans ces pays, n'est-ce pas, et qui se retrouvent dans ce genre de conflit et qui perdent la vie avec beaucoup de facilité. Mais tant que l'orientation n'est pas donnée, n'est-ce pas, par la puissance française, elle n'y fera absolument rien. On reste à nos pieds. Allez, merci beaucoup les gars. On reste dans nos langues. On reste dans nos langues, on fait la promotion de nos langues. Dites au revoir dans votre langue. Et d'abord. Il faut le finir. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous propose de suivre juste après moi la revue de presse. À demain.